Bonjour à tous et bienvenue à la Cour des Miracles pour cette nouvelle page du journal de bord. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au format de jeu linéaire et bac à sable, leurs différences, leurs contraintes et lequel de ces deux formats je trouve le plus facile à appréhender. Et la réponse n'est pas forcément la plus intuitive. Tout ça fait suite à notre petite saga d'Halloween, l'appel de Cthulhu, qu'on a proposé il y a quelques jours sur la chaîne. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et avant de commencer, deux petites précisions. Déjà la première, là on va traiter des formats linéaires et bac à sable. Il en existe évidemment plein d'autres, par embranchement, full émergent, mais on ne va pas les traiter ici. On les abordera peut-être à l'occasion d'une autre capsule, mais pas cette fois-ci. Et deuxième avertissement, là c'est un petit spoiler alerte, on va peut-être revenir sur des points, sur des éléments, sur des enjeux de cette petite saga de l'appel de Cthulhu. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien n'hésitez pas à le faire, elle est très sympathique, tout horrifique qu'elle soit, elle n'en demeure pas moins sympathique. En plus, on a essayé de faire un joli travail sur le son, sur l'ambiance, sur l'immersion, donc on espère que ça vous emportera. Ensuite, parce que voilà, il va y avoir du spoil, probablement du spoil sur cette vidéo, donc ce serait dommage de ne pas voir la saga avant et de se faire divulgacher des éléments importants. Et enfin, parce que ça aidera à la compréhension de mes réflexions sur cette vidéo, d'avoir vu la saga pour savoir un petit peu de quoi je parle, de quoi il retourne. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors pourquoi avoir fait le choix de la linéarité pour cette saga de l'appel de Cthulhu, sachant que pour les habitués de la chaîne, on a plutôt tendance à proposer sur la chaîne des formats type bac à sable. Donc pourquoi le choix de la linéarité cette fois-ci? Pour plusieurs raisons. Alors, déjà, des enjeux de forme, en tout cas des enjeux de contexte. Je tenais à ce qu'on puisse tourner l'ensemble des épisodes en une seule soirée, de manière à pouvoir vraiment profiter de cette dynamique, de cette tension crescendo, et faire en sorte de ne pas couper la tension au milieu et de reprendre plusieurs jours plus tard, mais vraiment d'avoir une continuité dans la tension, quand bien même par la suite les épisodes seraient diffusés euh, en différé les uns les autres. Donc pour ça, ça voulait dire qu'on n'allait pas tourner pendant 6 heures, ça allait être une soirée, on allait commencer à jouer à partir de 20h30 environ et on voulait que ça s'arrête avant 1h du matin. Donc déjà, il y avait une contrainte de format et de durée qui impliquait, qui encourageait en tout cas le format linéaire pour avoir plus de contrôle sur, on sait à peu près où on en est quand on en est au milieu, combien de temps il reste, voilà. Il y avait aussi le fait qu'il y avait cette volonté de découper la partie en plusieurs épisodes, et donc là, d'avoir un format linéaire avec une succession, non pas de scènes, mais d'arcs narratifs, ça permettait ensuite de, même si on les jouait tous les uns mis bout à bout, de facilement pouvoir les couper et les diffuser indépendamment les uns des autres. Euh, donc ça, on va dire, on est vraiment là sur des enjeux de forme. Maintenant, pour entrer un peu plus dans le fond, il y a, on va dire, moins des contraintes, mais un peu les codes du genre qu'on- qui sont pas absolus, hein, mais que là j'ai décidé de traiter un peu de cette manière. Il y a le genre Lovecraftien avec cette notion d'inéluctabilité et donc d'avoir, comme on racontait vraiment une chute, une descente aux enfers, euh, le fait de mettre de raconter l'inéluctabilité par le fait que il n'y a pas 36 moyens d'y arriver, c'est une chute inexorable, il y a des enjeux de fatalisme, et dans ce cas-là, il n'y a pas la possibilité de tergiverser, d'aller à gauche, à droite, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va au même endroit. Ça impliquait un peu de la linéarité. On aurait pu faire ça autrement, mais bon, par facilité, par confort, pour être sûr de pouvoir respecter ces enjeux de durée et de format, c'était forcément plus simple. Aussi le fait qu'on soit dans un huis clos.
l'ensemble du jeu, la quasi-totalité du jeu se déroule dans un sous-marin. Donc on aurait clairement pu faire du bac à sable à l'intérieur de tout ça, d'avoir plein d'opportunités, de trucs à faire différents. Mais malgré tout, tous ces éléments mis bout à bout renforçaient l'idée que la linéarité, je vais y arriver, était un format pertinent. Idéal, je sais pas, mais en tout cas pertinent. Par contre, du coup, ça a impliqué d'autres choses. C'est forcément avec un format linéaire, on est moins dans la liberté qu'on peut avoir sur nos autres formats, aussi parce que là on était restreint en termes de temps, donc il fallait aller à l'essentiel. Donc on pouvait moins aller à gauche, à droite, il y avait moins de liberté pour les joueurs et les joueuses. Mais c'était aussi dans la note d'intention. On savait que là les joueurs et les joueuses allaient être davantage dans la réaction et dans l'émotion que dans l'action, la proactivité, la prise d'initiative. On savait aussi que de toute façon on serait sur un format assez court, de voilà, 2-3 heures, donc qu'ils récupéreraient très rapidement la liberté de jeu qu'ils ont d'habitude sur les autres formats qu'on a, et que là ce serait voilà, une parenthèse dans ce qu'on a l'habitude de faire, avec une proposition ludique, narrative, etc., différente de ce qu'on propose d'habitude. Par contre, il est vrai que d'avoir impliqué une absence de mécanique, d'avoir fait en sorte qu'il n'y ait pas de mécanique justement pour pouvoir fluidifier la narration, qu'on soit davantage dans le rythme, aussi parce que j'étais pas certain de suffisamment connaître et maîtriser les mécaniques des jeux sur lesquels je m'étais intéressé. Alors peut-être pas l'appel de Cthulhu lui-même, parce que c'était une mécanique avec beaucoup de choses, trop pour ce dont on avait besoin. Je m'étais intéressé à Cthulhu Hack et Cthulhu Dark, qui sont des systèmes beaucoup plus réduits. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait surtout à ce niveau-là, c'était les enjeux la mécanique de la santé mentale. Mais je ne savais pas si la mécanique allait suivre la progression de l'histoire. Je ne savais pas si la santé mentale allait monter, allait mécaniquement dégénérer rapidement, ou au contraire trop lentement par rapport au format du jeu. Et je trouvais que déjà l'histoire elle-même amenait une forme d'évolution dans la psychologie des personnages, et je ne savais pas dans quelle mesure est-ce que la mécanique allait aider ou allait lutter, s'opposer à ce rythme-là. Donc il y avait, au final, parce qu'il y avait cet enjeu d'inéluctabilité, je me suis dit, la mécanique, dans ce cas-là, il n'y a pas de place pour la chance, puisqu'on fait face au fatalisme. Donc du coup, on met la mécanique de côté. Mais là où du coup, ça n'empêche absolument pas la liberté d'action, dans Vampire la Mascarade par exemple, puisqu'on joue aussi sans mécanique, bah là, l'absence de mécanique plus la linéarité, bah ça amène beaucoup de rigidité. Et donc bah ça forcément, ça interroge un petit peu, puisque c'est pas l'enjeu de mettre de la rigidité à l'intérieur d'une partie de jeu de rôle. Alors là, ça va que les enjeux étaient mis ailleurs, étaient vraiment mis dans les enjeux d'émotion, d'introspection, de réaction, et qu'on était sur un format assez court au final. Mais c'est pas forcément le plus épanouissant quand on traverse une aventure rigide. Que ce soit en tant que PJ, parce que forcément eux ils sont contraints par le fait que ils ont peu d'agentivité. Et quand là en plus on a une table qui est habituée à en avoir et avoir la liberté pour pouvoir exprimer cette agentivité, c'est frustrant. Et puis même moi en tant que meneur, ça me donne l'impression d'être celui qui porte tout, celui qui contrôle tout, et c'est pas satisfaisant pour moi non plus, parce que ça me permet pas de voir à quel point les PJ vont pouvoir s'exprimer à l'intérieur de ça. Maintenant, on ne s'est pas retrouvé complètement contraint par cette rigidité, dans le sens où les joueurs, les joueuses se sont émancipés malgré tout, se sont épanouis à travers leurs personnages et ont réussi à embrasser la dynamique de jeu
pour à la fois raconter l'histoire de leur personnage, la vivre, la ressentir et aller de l'avant, même si effectivement c'était dans un format davantage couloir que d'habitude. Donc on n'est pas non plus dans, 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 dans- dans un raté ou dans l'expression d'un échec. C'est juste une expérience complètement différente à laquelle on n'est pas habitué et qui soulève les réflexions que j'ai maintenant. Euh, Par contre, si au niveau des joueurs et des joueuses, ils ont relativement réussi à s'épanouir à l'intérieur de cette aventure, pour moi, ça a été difficile de, de, la, de porter ces enjeux de linéarité pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'avais continuellement un œil sur le chronomètre parce que je savais qu'il fallait pas qu'on aille au-delà d'une certaine heure, donc forcément j'étais moins à l'écoute de dire ah bah tiens t'as envie de faire ça, vas-y fais ça, on a le temps, mais j'étais plus dans le bah non il faut qu'on avance parce que on a des contraintes horaires. Donc ça c'est forcément un peu insatisfaisant. Donc j'avais un œil sur le chronomètre et le deuxième œil en fait sur mes notes, puisque comme il y a des scènes, des arcs narratifs à l'intérieur desquels je dois insérer des éléments qui rentrent à l'intérieur de cette scène mais qui rentrent pas dans la suivante parce que justement on est voilà il y a une construction, il y a une structure, ça me demande d'être vraiment le nez dans mes notes et donc entre le fait d'avoir un œil sur le chronomètre et un œil sur mes notes, tout ça me rendait moins à l'écoute de ce qui se passait vraiment à la table. Et ça forcément c'est un peu frustrant. Donc, ça, c'est un peu mon ressenti au niveau du format linéaire. Là, sur cette expérience récente, et c'est surtout que du linéaire, j'en avais pas fait depuis longtemps, puisque depuis des années, je fais du bac à sable, je fais jouer du bac à sable, et en fait, j'ai ressenti toutes les contraintes que ça pouvait avoir, notamment pour les joueurs et les joueuses, ce manque de liberté, ce manque d'agentivité, cette éventuelle frustration. Et puis côté meneur, côté meneuse, cette pression, moi je trouve qu'il y a à cette responsabilité à dire voilà, on est dans un format linéaire, un peu couloir. C'est-à-dire qu'il va falloir guider les PJ vers la suite. Et donc il y a cette responsabilité d'être celui ou celle qui guide, d'amener les événements, d'amener le rythme et de s'assurer que tout ça fonctionne. Parce que comme les PJ sont essentiellement à ce moment-là dans la réaction, puisqu'ils traversent des événements qui ont été préparés en amont, qui ont été structurés, et donc ils font face à des événements, à des éléments qui ont été prévus pour eux, ils sont davantage dans la réaction vis-à-vis de ces événements. Et donc, ça demande d'être... si eux sont dans la réaction, c'est-à-dire que le meneur ou la meneuse est dans l'action, c'est la personne qui apporte les événements et les joueurs, les joueuses, les PJ qui réagissent. Je caricature un peu parce qu'il peut y avoir effectivement de l'agentivité de la part des joueurs, même dans un format linéaire, de la prise d'initiative, de la proactivité. Mais malgré tout, il y a le fait que le meneur, la meneuse amène des événements face auxquels les PJ vont réagir. Et dans ce cas-là, ça demande beaucoup de responsabilité de la part du meneur ou de la meneuse de porter ces événements, d'être en mesure de pouvoir créer des enjeux, de créer du dynamisme, de créer du drama autour de ces enjeux-là. Et je trouve que ça crée beaucoup de pression, beaucoup de contraintes, surtout si en plus tout a été préparé en amont et qu'il faut derrière coller à l'enchaînement. Là où, dans le bac à sable, je trouve que c'est l'inverse. Dans le bac à sable, c'est plutôt les PJ qui décident et qui mènent des actions, et en fonction de là où ils décident d'aller, le meneur, la meneuse qui se met en réaction
ok, vous décidez de faire ça, donc du coup, je vais réagir comme ça. Donc le meneur, la meneuse est en réaction. À nouveau, je caricature, puisque rien n'empêche de décider que sur le chemin, hop là, je fais tomber, moi, quelque chose sur la route des PJ, eux se retrouvent en réaction face à ce que moi j'impose, et donc c'est moi à ce moment-là qui suis dans l'action. Mais je trouve que, de manière générale, sur du bac à sable, il y a plus d'enjeux d'action de la part des PJ, et je trouve que c'est cool parce que ça encourage la gentilité, la prise d'initiative, le fait qu'ils se retrouvent face aux conséquences des actions qu'ils mènent. Et je trouve que côté meneur, eh ben c'est plus, ça demande moins de contraintes, moins de contrôle, puisque la responsabilité est répartie tout autour de la table. Et donc voilà, il y a une meilleure répartition, il y a moins de pression, moins de contraintes qui s'exercent sur une seule personne, et plus de liberté sur l'ensemble de la table. Donc plus de liberté pour les PJ, et plus de surprise pour le meneur ou la meneuse qui ne sait pas forcément à l'avance ce qui va se passer, puisqu'on n'est pas dans un format linéaire. Et tout ça, je trouve que c'est plus satisfaisant et que ça demande moins de travail, puisqu'il y a moins de responsabilités qui reposent sur les épaules du meneur ou de la meneuse pendant la partie. Alors, avant la partie, par contre, pour moi, ça demande autant de travail de préparer une partie linéaire que de préparer une partie bac à sable. Parce qu'en linéaire, il faut prévoir sa structure et tous les éléments qu'on va positionner à l'intérieur de son enchaînement de scènes ou d'arcs, à savoir les PNJ, les éléments importants, les informations. Et il faut s'assurer que tout soit accessible par les PJ à l'intérieur de cette trame pour qu'il n'y ait pas besoin de faire des détours, puisque justement on veut qu'il reste dans ce schéma linéaire. Là où dans un format bac à sable, on a aussi besoin de préparer, à moins de faire du complètement émergent, mais nous, c'est pas ce qu'on propose sur la chaîne, il y a quand même besoin de préparer toutes ces informations, tous ces éléments, ces événements et ces PNJ, sauf qu'au lieu de les répartir sur une ligne, il suffit d'en faire un nuage et de dire, ok, si les PJ décident d'aller plutôt par là, ils vont tomber sur ces PNJ, sur ces événements, sur ces éléments, sur ces informations, et s'ils vont de ce côté-là, ils tomberont sur ces autres événements, informations, PNJ, etc. Donc, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, il y a de la préparation, c'est juste qu'elle ne se structure pas pareil. Mais là où du coup, quand c'est du bac à sable, eh ben on déplace les événements et ensuite on voit ce qui va enfin on place les événements en nuage et ensuite on voit ce qui va se passer dans le cadre de la partie, ben je trouve qu'en linéaire, il y a beaucoup plus ça demande d'être beaucoup plus attentif à la façon dont les éléments vont être amenés, parce que le but c'est quand même de créer un crescendo, une tension, un climax, et donc d'avoir davantage de maîtrise sur ce format-là. Et avec le risque de le rendre rigide, ou sinon de développer d'autant plus de compétences pour faire en sorte d'être à la fois à l'écoute, de laisser de la liberté au PJ à l'intérieur de ce schéma-là, tout en réussissant à créer cette dynamique de crescendo. Et je trouve que ça, c'est pas facile. Ça demande des compétences que j'ai pas l'impression de maîtriser suffisamment, et je trouve qu'en fait c'est beaucoup de contraintes. Et que pour beaucoup, on considère que le format linéaire, c'est le plus simple à maîtriser. C'est celui qui est le plus évident parce qu'il suffit de suivre ensuite la trame et tout se fait tout seul à partir du moment où ça a été préparé. Mais je trouve qu'en fait, c'est pas si simple parce que suivre la trame, ça va pas forcément permettre d'amener toute l'attention qu'on aimerait, d'apporter tout ce rythme, tous ces enjeux dramatiques, tout en permettant au PJ d'avoir la place de s'exprimer. Et je trouve que ça repose énormément à ce moment-là sur les épaules du meneur ou de la meneuse, alors qu'en bac à sable, il y a cette préparation, donc on n'est pas complètement livré à soi-même, il y a les PNJ, il y a les éléments, il y a les informations, sauf qu'ils sont répartis, et on a tendance à croire que ça va être de la responsabilité du meneur ou de la meneuse d'improviser comment tout ça va ressortir, alors qu'en réalité, ça repose davantage sur la responsabilité
des PJ d'aller dans telle ou telle direction et de faire en sorte que ça aille là où se trouvent les différents éléments qui ont été préparés en amont. Et donc en fait, ça demande moins de préparation. Enfin, ça demande autant de préparation, mais ça demande moins de contrôle et donc de pression de la part du meneur ou de la meneuse, puisque ce sont les PJ qui mènent la danse, qui sont dans l'action, et le meneur ou la meneuse qui se place en réaction et qui dit « Si vous allez là-bas, ok, d'accord, j'ai ça qui est disponible. » Alors, effectivement, ça demande du lâcher-prise, ça demande de l'écoute, parce qu'effectivement, il faut être attentif à ce que les PJ décident de faire pour pouvoir, en réaction, amener aller solliciter le bon élément dans la liste qui a été préparée, dans le nuage, et donc d'être capable d'improviser un peu. Mais je trouve que c'est moins contraignant que d'avoir projeté un couloir, je caricature, hein, et de derrière essayer de s'y tenir, ou au contraire être finalement capable d'improviser si tout ne se passe pas de la manière dont on l'avait prévu, et que malgré tout il faut raccrocher avec les wagons. Et je trouve que c'est beaucoup plus contraignant. Alors effectivement, j'ai l'habitude de faire des bacs à sable, donc du coup maintenant j'ai l'habitude de rebondir, d'improviser, d'être à l'écoute des actions des PJ, donc c'est facile de dire que le bac à sable est accessible. Ça demande de l'habitude. Pareil pour les PJ. Un bac à sable pour des joueurs et des joueuses qui auraient l'habitude de scénarios davantage linéaires, ils vont se retrouver peut-être largués à pas savoir où aller, parce qu'on va pas on va pas suffisamment les prendre par la main pour leur dire fais ça, faites ça. Et donc ça aussi, ça demande d'avoir des joueurs, des joueuses proactifs, capables de prendre des initiatives, qui n'ont pas peur de l'agentivité. Mais ça, pareil, ça se développe. Mais je trouve que une fois qu'on a réussi à mettre ça en place, et je trouve que c'est pas si difficile que ça en réalité, il suffit de s'y confronter, même un tout petit peu. Et sachant qu'en plus, il existe beaucoup d'outils sur Internet, et puis on aura l'occasion nous-mêmes d'en proposer sur la chaîne, pour pouvoir encadrer le bac à sable, et ben je trouve que ça répartit mieux les rôles et la responsabilité à la table, ça fait moins de pression uniquement sur les épaules du meneur ou de la meneuse, et en plus ça apporte plus de liberté, et donc je trouve moi plus de satisfaction. Mais voilà, ça demande un peu d'appréhension à ce niveau-là, mais je trouve que on a tendance à considérer que c'est plus facile d'appréhender du linéaire et très difficile d'appréhender du bac à sable. Et moi, je trouve que c'est l'inverse. Et voilà. Je ne sais pas exactement ce que vous en pensez. Je pense que c'est aussi une histoire d'affinité, d'habitude. Mais je trouve que ça... Voilà. Je trouve que ça... En plus, ça apporte plus de liberté, donc je trouve ça plus satisfaisant. Et en plus, comme ça répartit la responsabilité autour de la table, moi, j'ai beaucoup moins de pression sur nos campagnes longues, et pourtant on pourrait se dire campagne longue, beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus d'informations à retenir, alors qu'en fait je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à faire quelque chose de simple, d'efficace et de satisfaisant dans un format court, parce que il faut arriver à faire rentrer beaucoup plus d'enjeux dans beaucoup moins de temps. Alors que sur une campagne, on a le temps justement d'aller tâtonner, d'aller explorer et de voir ce qui nous stimule le plus pour ensuite vraiment structurer la campagne autour de ces enjeux-là. Mais voilà, évidemment, dans tous les cas, ça demande aussi d'échanger avec le reste de la table pour savoir ce qu'on préfère, ce qu'on attend. À nouveau, le contrat social est forcément important à ce niveau-là pour pouvoir bien cibler les enjeux.
Voilà, voilà, c'était peut-être un peu confus, c'était peut-être un peu long, peut-être que je tournais un peu en rond, mais c'était le fruit de mes réflexions, peut-être pas complètement inachevées, heu, puisque puisqu'il y aura je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet, peut-être que les réflexions vont continuer, dans l'espace commentaire ou sur Discord, heu, avec ceux qui voudront échanger. Donc n'hésitez pas à poster vos réflexions en commentaire sous la vidéo, à nous rejoindre sur Discord pour continuer à échanger sur ces sujets et bien d'autres. Et puis, et puis voilà, on se retrouve très vite pour la suite. Merci et à bientôt à la Cour des Miracles. Ciao.